T'as grandi, t'as pris des joues, salut Théo. En fait, j'avais une Skype visio rendez-vous à haut. En attendant, elle attendait manger. Lucie. Ok. Donc, tu veux un café ou thé, Marlène? Ouais, un petit café, tiens. C'est du café arménien? Oui, on a que ça, Marlène. Alors Marraine, je suis vraiment heureuse d'être avec toi ici, chez toi. Lucine est partie avec son papa. Je suis vraiment heureuse de prendre ce temps avec toi parce que j'ai été très étonnée, voire impressionnée par ton travail sur Patrick Devers. Ça m'a vraiment touchée. Le fait que tu sois arménienne n'y est pas pour rien. Patrick Devers, c'était vraiment un acteur intense, parti hyper tôt et qui a laissé quelque chose dans l'inconscient collectif. Et le fait que toi, arménienne, qui n'a pas grandi en France et qui même ne le connaissait pas, ait vu le rendu des dessins, alors le scénario n'est pas de toi, donc tu t'es appuyé forcément sur le scénario, les dessins c'est toi, et vraiment ça m'a énormément touchée. Alors évidemment, pendant cette heure environ, on va parler aussi de ton autre album Une nuit avec toi, et puis de tes projets, mais j'aimerais d'abord qu'on commence par ton enfance, puisque tu n'as pas grandi en France. Est-ce que tu peux me dire, me parler peut-être de ta famille, un petit peu de ton pays, en commençant par là où tu as grandi? Alors, j'ai grandi jusqu'à mes 22 ans en Arménie. Avec mes parents et ma sœur et ma grand-mère jusqu'à 12 ans. On habitait ensemble tous, ma grand-mère paternelle, dans une maison construite par mon grand-père. Pas juste au centre, mais un peu plus loin du centre à Yerevan, qui est la capitale. On jouait beaucoup dehors avec ma sœur. C'était une rue très vivante. Tous les enfants jouaient dehors. Il y avait une grande confiance. On se connaissait tous. Donc vraiment, j'ai jamais allé à la crèche. Je suis jamais allée à la crèche, à la maternelle. Il y avait ma grand-mère et on était tout le temps dehors en train de jouer. Donc une enfance très joyeuse. Euh, Que faisaient tes parents? alors mon père, aujourd'hui il est à la retraite, mais il était un rédacteur en chef pour un magazine de l'armée. Et ma mère, correctrice de fautes d'orthographe pour des magazines aussi, les deux toujours dans le journalisme et euh, traduction, etc. Mon grand-père aussi, il était écrivain, mes grands-pères aussi écrivains. Ils ont tous un peu des métiers liés à les langues. Et quand tu dis écrivain, ça veut dire quoi de romans, de... Il écrivait, alors ils écrivaient des romans, oui, des romans ou des alors contes d'enfants. Ouais, des Oui, contes pour les enfants. oui, pour les enfants. Et qui sont connus en Arménie. Surtout un des grands-pères, il est connu, il y a toujours ses œuvres un des œuvres, il est toujours dans des livres scolaires. Oui. Et ça, quel souvenir tu as Enfin, est-ce que dans ton enfance, ça, c'était marquant ou c'était normal par rapport aux autres d'avoir comme ça un grand-père, par exemple, qui écrit des contes pour les enfants? Est-ce que ça a nourri, toi, ton imaginaire ou pas? En fait, je l'ai jamais vu. Quand je suis née, ils étaient tous les deux grands-parents, ils étaient morts, tous les grands-pères, pardon. Mais j'ai toujours entendu qu'ils étaient un peu que les gens ils aimaient beaucoup mes grands-pères. Je pense que j'aurais bien aimé le rencontrer, surtout que j'ai beaucoup entendu parler de lui. Euh, Puis il a fait ses études, quand il était jeune, il a fait ses études aux Beaux-Arts. Ensuite, il écrivait, mais j'ai jamais fait le lien. Mais Parce que toi, tu as fait les beaux-arts oui, également à oui, Erevan tout à ensuite. fait. Et ensuite, j'ai commencé à écrire. Oui, je me dis que peut-être c'est lui qui m'a. Alors, quand tu étais petite, est-ce que tu dessinais déjà? J'ai dessiné depuis que toute petite vraiment, et j'ai toujours su ce que je veux faire. Je savais que la seule chose que j'ai envie de faire, c'est le dessin. Et oui,
C'était sûr pour moi, j'ai jamais douté ce que je veux faire. Tu voulais dessiner, mais pas forcément de la BD, parce qu'apparemment la BD, tu l'as découvert plus tard. Exactement. La BD, vraiment, je ne savais pas que ça existe. Je voulais devenir ou illustratrice pour des livres jeunesse, ou sinon travailler pour l'animation, créer des personnages. Mais ni l'un ni l'autre, c'était pas exactement ce que je cherchais jusqu'au jour où vraiment je suis tombée amoureuse à la bande dessinée. Je me suis dit, ça vraiment mixe tout ce que j'ai envie de faire en un métier et ça existe. C'était évident vraiment comme coup de cœur. Alors, avant d'en parler, j'ai envie qu'on reste un petit peu avec ce grand-père, parce que là, il est un petit peu dans ma tête. C'est marrant parce que tu dis que dès petite, tu savais ce que tu voulais faire, et donc l'illustration pour la jeunesse. Et ton grand-père, lui, donc, a écrit des histoires, des contes pour les enfants. Et tu sais s'il dessinait ou pas? Ou lui, c'était juste la partie écriture ou... Marlène, je vais dire encore plus que j'ai oublié de dire. En fait, quand je suis née, mon grand-père, il était mort, mais il a écrit un roman qui s'appelle... l'héroïne s'appelle Marane. Et quand je suis née, mes parents ont donné ce prénom de cette héroïne. Bon, donc ça fait un peu un lien avec lui qui me touche beaucoup. Voilà. Et s'il dessinait, je n'ai pas tombé sur ses dessins, je t'avoue. Je pense qu'il a dessiné quand il était jeune, mais peut-être il a arrêté un moment, oui. Est-ce que tu te souviens, toi, de tes premiers dessins, ou quel souvenir tu as des dessins vraiment toutes petites? Mhm. Oui, je me souviens très bien. Je dessinais surtout des filles. Je les mettais les accessoires que j'aimerais avoir, les boucles dorées. Je les donnais des noms comme la fille bleue, je me souviens, ce dessin. Oui, surtout des filles. Moi, ma sœur, ma maman, beaucoup de femmes. Et à l'école, c'était important l'école ou pas, les résultats scolaires ou... Jusqu'au certain âge. Après, j'ai compris que je veux faire du dessin et tout le monde était contre, même mes profs. J'ai changé le caractère. Avant, quand j'étais jeune, je pense que j'étais très timide, très bon élève. Au bout d'un moment, je me suis un peu lâchée. Et les profs et ma prof qui était très... Tu veux dire qu'en Arménie aussi, il y a des adolescents qui tout d'un coup pètent un câble? Complètement. Mais c'est très mal vu quand tu es en tant que femme. Parce que la fille, vous savez, l'Arménie, c'est une ex-pays URSS, et les profs, ils étaient très carrés. Toi, quand tu es née, l'Arménie était tout juste indépendante, voilà. c'est ça? Toi, tu es née en 1993 Exactement. et l'Arménie était indépendante en 1991. Exactement, Marley. Mais quand même, les profs à l'école, ils avaient vraiment gardé cette attitude un peu stricte. Il faut s'habiller blanc, noir, toujours en jupe. Il y avait en tant que fille, il faut avoir une attitude douce. Et donc rigoler quand tu es une fille dans la classe ou vouloir faire du dessin, c'était un peu laisser aller. Il fallait devenir traductrice ou une métier un peu plus cadré, voilà. Donc on me disait non, c'est vraiment, il parlait à mes parents pour me convaincre de ne pas choisir ce métier, mais ils n'ont pas réussi et je suis très heureuse pour ça. Mais tu as eu des discussions avec tes parents? Surtout, mon père, il voulait, il savait, il laissait complètement libre. C'est ma mère qui voulait vraiment que je devienne traductrice. Mais aujourd'hui, elle pense, elle est très heureuse de ce que je fais, surtout ce que j'aime faire. Donc, elle avait peur pour toi, sans doute? Exactement, oui. Elle est très rassurée parce qu'elle a compris que j'ai choisi ce que j'aime et que je suis tout à fait heureuse. Alors, quand tu es entrée aux Beaux-Arts, tu avais quel âge? 15 ans. Oui. Toi, tu parlais pas français à ce moment-là? Je parlais très très peu, mais à l'école, on pourrait choisir une école où on apprend le français ou une autre école où on apprend l'anglais. Moi, j'ai toujours aimé le français parce que ma tante, la sœur de mon père, elle est très bonne traductrice synchron. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais oui, traduction synchronisée. C'est elle qui m'a transmis un peu l'amour pour la France. Traduction pour les films, choses non, comme ça? Par exemple, on t'invite à traduire en direct. Ah oui, d'accord, traductrice vraiment à une conférence. Ou... Voilà, exactement. Elle traduisait, elle m'a transmis cet amour. Bon, elle parle super bien par contre. En plus, elle était professeure à l'université, donc c'est elle qui m'a transmis cet amour. J'ai choisi une école où on apprenait le français, mais c'était toujours à base un peu scolaire. Donc, Est-ce qu'on peut dire, Marane, que toi, tu viens d'une famille privilégiée? En tout cas, chez nous, il y avait toujours beaucoup de livres. On a grandi avec ça.
Et par exemple, on utilisait des mots que les autres, ils étaient un peu étonnés qu'on pourrait utiliser tel mot, mais pour nous, avec ma soeur, c'était très naturel. euh, Parce que c'est comme ça qu'on parlait, mais les autres, pour eux, peut-être c'était un peu rigolo ou ils trouvaient ça un peu bizarre, mais oui. Toi, ton mode Oui, d'expression, c'était le dessin tout le oui. temps. Mhm. Et aux Beaux-Arts, c'est comme en France? C'est combien de temps C'est 4 ans, plus une année de préparation que j'ai fait, donc 5 ans, mais c'est très différent, rien à voir, c'est très académique. Justement, on dessine des modèles vivants, euh, tout est très classique. On n'apprend jamais. Maintenant, ça change depuis quelques années. Les profs ont changé, le directeur est changé. Donc, maintenant, avant, il n'y avait pas des cours où on apprenait des logiciels, par exemple. On manipulait des choses par logiciel. Maintenant, si, il y a des cours d'animation, même de BD. Il y a depuis un an. Tout ça, c'est très, très nouveau parce que, donc, il y a 10 ans, 12 ans, j'ai fini mes études. À ce moment-là, j'étais, je crois, deuxième qui a fait la bande dessinée comme diplôme, pendant son diplôme. Pendant tes Beaux-Arts à Erevan, là, tu te dis, je fais Beaux-Arts, pourquoi? Pour être illustratrice, Oui, je fais pour devenir illustratrice ou travailler pour l'animation. Voilà, pour ça, je fais Beaux-Arts, L'animation, dessin animé. dessin animé exactement, créatrice de personnages. Oui, je pense que je voulais Tu faire connais ça. pas Angoulême à ce moment-là? Non, sauf que je suis en deuxième année, ou première ou deuxième année, où j'entends qu'il y a un festival de bande dessinée à Yerevan, un premier grand festival. Je suis très curieuse parce que je connais ma cousine donc, qui dessinait aussi, qui dit qu'elle y va participer, etc. Donc j'y vais, je trouve plein d'auteurs français très très connus. À ce moment-là, je connais personne, mais après, avec le recul, je me dis, ah, quelle chance quand même pour nous. C'est donc Jean Mardikian, Jean Mardiquin, qui est le cofondateur. cofondateur du Festival de la BD ici à Angoulême, où tu vis Exactement. maintenant. Mais à Exactement. l'époque, tu parles même pas français, Non, je et crois. je connais pas Voilà, tu es qu'Angoulême en existe. Arménie. Oui. Et c'est lui qui décide d'organiser, c'est ça, Oui. un premier festival Avec Laurent Melikian, avec il y avait aussi 2 filles en Arménie, un groupe de filles qui tenaient aussi une magazine. Comme ils avaient des origines arméniennes en France, ils avaient mis en connexion avec Oui, parce que j'ai vu ça, que les parents de Jean Mardikian, ils avaient quitté l'Arménie et Jean Mardikian, donc, qui n'est plus là maintenant, mais a œuvré beaucoup pour oui. Angoulême au niveau de la culture et bien Mhm. évidemment au niveau du festival Mhm. de la BD. Et ça existe toujours, ce festival à Erevan? Non, malheureusement. Ce festival a tenu, je crois, 3 ans. Mais maintenant, ça existe un peu différemment. C'est un festival animation et bande dessinée mixées ensemble, mais c'est pas les mêmes organisateurs. En C'est tout cas, notre toi, c'est festival. un peu la chance de ta vie. Comme quoi, parfois, tu te retrouves au bon moment, au bon endroit, et tout bascule comme ça. Tu peux la raconter, cette rencontre? Est-ce que tu as quel âge et est-ce que tu te Alors, souviens premier festival, j'ai 14 ans. 14 ou 15 maximum. Je vais en tant que visiteuse de cette exposition. Je vois Dominique Bertaille, qui est un auteur très très connu en France, qui dessine des portraits des gens, ceux qui veulent. Donc, il dessine mon portrait et je trouve ça vraiment magnifique. Ensuite, l'année prochaine, ils organisent un concours. Donc, je participe cette fois-ci en faisant ma première planche de bande dessinée. Et là, je gagne le prix de président de Jean Mardikian. J'étais tellement heureuse, j'attendais vraiment pas gagner ce prix. Je crois que c'est ça qui m'a lancée. Je me suis dit, il m'a dit, si tu veux apprendre la bande dessinée, il y a une très bonne école à Angoulême, les-y, tu apprends le français, tu postules, etc. Et tu viens à Angoulême. Donc, tout de suite, c'était comme un moment un peu où c'est silence, il n'y a que ces conseils. Je me suis dit, ok, je vais faire comme ça. Ça veut Et dire que tu t'es motivée, tu as d'abord fait les beaux-arts en j'ai fini Arménie les et pendant ce temps-là, beaux-arts. tu apprenais le français. Voilà, c'est ça. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour parce que j'avais envie, je voulais faire ça, donc c'était que du plaisir. Et quitter ton pays? Ça, c'était... Alors, je m'étouffais, Marlène. Les dernières années avant de venir, je sentais que ça y est, j'ai envie de voir autre chose, partir de chez moi un peu aussi, découvrir autre chose. En fait, en plus, il faut savoir qu'en tant qu'Arménienne, tu n'as pas de visa. C'est pas si facile sortir, aller faire tes études ou voyager. Donc, pour moi, c'était vraiment
presque un rêve. Est-ce que j'aurais le visa? Et j'étais acceptée à l'école, mais on m'a refusé, donc c'était une frustration Ça veut dire terrible. qu'avant, tu n'avais pas beaucoup bougé? Non, pas du tout. Non, j'étais partie dans des pays où je peux aller sans visa, mais pas en Europe. Donc c'était quel pays? Géorgie, Russie, oui, mais je connaissais pas l'Europe. Avant de venir faire mes études, avec un ami, on a réussi à venir 2 fois au festival d'Angoulême juste pour participer au festival, pour voir ce que c'est. Ensuite, après, j'ai pu venir faire mes études. Et c'était encore plus sûr, j'ai trop aimé Angoulême, le moment de festival, même s'il pleuvait. Donc tu es arrivé en quelle année 2013, 2012, 13. Ton pays, c'est aussi... parce on a beaucoup entendu... enfin, en tout cas, moi j'ai grandi régulièrement en entendant parler du génocide arménien. Mais le hasard a fait que je suis allée au cinéma il y a 15 jours avec une amie et je suis allée voir un film qui s'appelle Le Pays d'Artaud. Ah, j'ai entendu. Alors, par hasard, je suis tombée sur ce film. Je suis pas allée voir encore, j'ai pas eu le temps, mais ça m'a bien donné envie. Je sais pas si c'était bien. Oui, oui, si, je pense que tu peux aller le voir. C'est une Française qui doit retrouver les papiers de son mari qui est décédé et qui est donc arménien. Et en fait, elle se rend compte qu'elle ne connaît rien du tout de sa vie et qu'il a participé à la guerre, donc avec l'Azerbaïdjan et un petit territoire. C'est ça qui est partagé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et en faisant un petit peu des recherches, j'ai vu que ça, c'était un conflit qui existait, toi, pendant toute la durée de ta vie, en fait, Oui. qui était revenu. Et donc, je voulais savoir ce que ça avait... quelle place ça avait dans ta vie, dans ton histoire. Marlène, tu sais, très bonne question, quand j'étais petite, je suis née pendant la guerre, donc on n'avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, on était toujours avec le bougie d'ailleurs. C'est pour ça que tu as allumé une petite bougie là. Je sais pas, j'aime beaucoup les bougies. C'est vrai que c'est inconscient, mais j'adore des bougies parce qu'on cramait les cheveux toujours quand on était petit dessus. C'était des moments, mais quand t'es enfant et t'es bien entouré, tout est très chaleureux. Et aujourd'hui, c'est vrai que dès qu'on n'a pas un peu d'électricité, c'est difficile. On s'habitue vite quand même au confort. Mais c'est vrai que je me suis jamais rendu compte que c'était la guerre, etc. C'est vrai que j'ai appris dernièrement, on m'a demandé, ah, t'as une photo de toi petite? Je me suis rendu compte que non. Et quand j'ai demandé à ma mère, elle a dit, en fait, on n'avait aucun moyen d'avoir, c'était trop cher, on n'avait pas d'argent, et c'était hyper difficile de prendre des photos à ce moment-là. Donc c'est pour ça, en fait, j'avais aucune photo de moi petite. La guerre était un peu un fantôme mis de côté et j'ai grandi, mais toujours avec un peu peur. Parce que la guerre, elle était un peu en périphérie Oui, parce que oui. c'est un territoire. Je préfère te laisser le prononcer. Karabakh, on dit en français, mais Karabakh. Il y avait toujours des morts, des soldats qui mouraient à la frontière. On savait que les côtés Azerbaïdjan, ils ont tiré, etc. En fait, c'était toujours présent, mais un peu derrière, loin de nous, on dirait, alors que c'est pas du tout loin. Mais tu sais, quand t'es pas vraiment confronté, toi, chez toi, ou un membre de ta famille, ça semble toujours avec les autres. T'es vraiment pas... Pourtant, c'est fou, non? Je pense que c'est automatiquement fait comme ça. C'est pour ça que le film Le Pays d'Artaud, je trouve que ça parle vraiment de ça, de territoire, mais aussi de l'autre comme territoire qu'on ne connaît pas forcément. Et là, dans son voyage à elle pour retrouver les papiers, tu sais, il y a des passages avec des frontières. Oui. Quoi. Donc c'est vrai que à 10 mètres près, tu n'es pas en guerre. Mais c'est exactement ça. À Yerevan, on était bien et c'est horrible, mais quand tu es bien, tu te rends pas compte qu'un peu à côté, dans un village, il y a des morts, etc. Et jusqu'à que... en 2020, il y a eu la guerre a repris et là, je crois que j'ai vraiment réalisé, il y avait toujours la menace, mais la menace est devenue réelle. Mais toi en 2020, tu étais ici en Angoulême, je suis là et tes parents étaient là-bas. Impuissant, oui. Je souffrais parce que d'être loin de ta famille, tu veux faire quelque chose, tu sais pas quoi, tu as l'impression que tu fais pas assez pour aider ton pays, mais en même temps, je sais pas quoi faire. C'était difficile pour moi même en parler parce que j'ai l'impression qu'il y a des amis qui s'intéressent, mais c'est une autre réalité ici. Et tu peux pas crier à tout le monde, personne comprendra, ils connaissent même pas ton pays, ils savent rien de toi. Donc c'est vraiment très très dur.
En plus, ce sujet, ça me met toujours en émotion. Ouais, prends ton temps, hein. Et en plus, j'ai perdu quelqu'un que je connaissais pendant la guerre. Il y avait beaucoup de jeunes de 18-20 ans. C'était vraiment une boucherie. Puis c'est fou parce que partout il y a la guerre en ce moment, c'est très très compliqué. Et bon, il y a toujours eu, mais oui, c'est vrai que c'est encore une fois, quand c'est chez toi que ça se passe, là tu te rends compte. J'espère que c'est fini, mais malheureusement, je pense que c'est plutôt mis en pause. Euh, voilà, je sais pas quoi dire. Mhm. Euh, donc tu es Oui. partie à Mhm, Angoulême. mhm. T'as pas fait toutes les années à Angoulême, vu que tu avais déjà fait les Beaux-Arts à Erevan. J'ai fait à partir de deuxième année, j'ai sauté une classe, mais j'ai fait quand même 4 ou 5 ans ici. Et combien tu avais fait à Erevan? 5, en tout ça fait 10 10 ans, ans. oui. J'aurais pu devenir médecin. C'est ça. Je gagnerais mieux ma vie. Mais c'est pour ça que tu dessines aussi bien. Oh, c'est gentil, Marlène, mais. Ou peut-être j'avais besoin plus de temps. Oui, Mais tu étais encore étudiante lorsqu'on t'a proposé le projet sur Patrick oui, Devers, c'est j'étais en ça? dernières années d'études et je travaillais comme libraire pour garder le stand pendant le festival de bande dessinée à Angoulême. Je tenais le stand de Glénat, édition Glénat, pour être vendeuse. Et là, le libraire, notre chef, le libraire, que j'adore Alain, que sans lui, ça serait jamais possible. Vraiment, c'était une rencontre merveilleuse. Malheureusement, il est décédé il y a 2 mois. C'était un bouleversement parce que il y a parfois dans la vie des rencontres comme ça qui vous marquent. Quelqu'un que je voyais vraiment 2 fois par an, je l'aimais vraiment, un ami très très cher. Et c'est grâce à lui, il m'a dit ramène ton portfolio, Marin, C'est tous les dessins. tous mes dessins que je fais, que je peux montrer à cet éditeur de Glénat pour avoir un retour, pas plus que ça. Donc j'étais très heureuse de cette rencontre. Grâce à Alain, je suis allée pendant un dîner à Mercure, à l'hôtel Hôtel Mercure. Mercure, où ça se passe souvent, tous les dîners, les éditeurs, vraiment le moment. Donc je suis allée avec mon portfolio voir cet éditeur qui a regardé mes dessins. Il était un peu festif, il était autour de table, j'étais très gênée, c'était pas du tout le moment de le montrer. Mais en regardant, il a dit c'est un projet qui va coller avec ton style de dessin, etc. Mais pour une étudiante, sur le coup, je n'ai pas cru. Non, je me suis dit, peut-être il est gentil et il fait un compliment, mais en fait, non. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé le scénario, effectivement. Il n'avait pas oublié, ça m'a beaucoup touchée. C'était vraiment euh, un rêve pour n'importe quel jeune, je pense, qui veut se lancer. Patrick Devers, je ne connaissais pas du tout. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai vu que c'est un acteur très beau. Ensuite, quand j'ai fait un peu plus de recherches, j'ai compris que c'était quelqu'un très aimé par les gens, très connu, avec une vie très charismatique, avec une vie un peu qui marque aux gens. Je me suis dit, en fait, je voulais bien faire, mais en même temps, c'est dur parce que c'est ma première BD, j'ai eu aucune expérience. Il faut faire en sorte qu'on le reconnaisse, mais en même temps, créer ton propre personnage pour ne pas décalquer ou que ça ne fasse pas photo non plus. Pour préciser, il faut dire que le scénariste, Laurent-Frédéric Bollet. son parti pris, c'était d'écrire une voix off, en fait. Enfin, c'est Patrick Devers qui raconte Exactement. un petit... Non, sa vie. On peut Sa dire vie. une partie de sa vie, mais c'est quasiment toute sa vie. Moi, j'ai appris énormément de choses que je Oui, ne connaissais pas. tout à fait. Et en plus, par ordre non chronologique. Donc, il y a un peu de aller-retour dans sa vie. Il avait tout fait, il avait fait le découpage, etc. Mais c'était vraiment mon première expérience à travailler professionnellement avec un scénariste et tout. Ça m'a appris énormément de choses. Ça s'est très bien passé avec... Mais c'est toi qui as choisi ton découpage dessin, parce que c'est très cinématographique. Donc, comment tu as travaillé Il avait fait un gros boulot, Laurent Frédéric. C'est lui qui avait... Par exemple, il disait case 1, on voit... telle personne discuter avec lui, il avait quand même fait il avait décrit ce qui se passe dans chaque case. Si je voulais faire autrement, j'avais la carte blanche, il me laissait vraiment libre, mais j'ai vraiment respecté globalement ce qu'il avait fait. C'est lui qui écrit. Il écrit quand même gros plan sur le visage de Devers et c'est moi ensuite qui dessine, mais c'est lui qui avait tout pris la direction. C'est assez compliqué en plus, effectivement, cette voix off, mais qui est très à l'image de ce qu'on peut
Enfin, l'image qu'on peut avoir de Patrick Devers, c'est-à-dire qu'il était hyper intense et comme une cocotte minute, et ça partait dans un sens, puis après dans un autre. Oui, Et, j'aime bien son caractère. et donc, c'est vrai que tel que l'histoire est racontée, c'est très ressemblant aussi, quoi. Ce côté puzzle est complètement explosé. Et puis, on voit aussi d'autres comédiens de l'époque. Ah oui, Coluche, Catherine Deneuve, Depardieu. Il fallait faire vraiment qu'on les reconnaisse tout de suite. C'était ça, je pense, le côté difficile. Et rapproprier un peu les personnages, faire qu'on les reconnaisse. Et tes dessins sont très beaux. Enfin, comment tu dessines d'ailleurs Au crayon, pour ce projet en tout cas, je fais tout au crayon noir. Ensuite, au crayon, c'est-à-dire au crayon à crayon, papier pardon, crayon Ouais. à papier de différentes densités, 2B, 3B, 4B, voilà, jusqu'au Ça, c'est 8B. l'épaisseur du Oui. crayon. Voilà, et ensuite, j'ai colorisé numériquement derrière mes crayonnés. Voilà. Donc, mes originaux sont en noir et blanc. Dans le livre, donc parce qu'on voit Patrick Devers évoluer dans les décors, et il y a une discussion au clair de lune avec Gérard Depardieu. C'était l'idée de Laurent-Frédéric Bollet, cette mise en scène que j'aime beaucoup aussi. C'est juste tout à la fin, tu sais, le moment où ils discutent tous les deux, où il n'y a aucun décor autour. C'est moi, j'avais pris l'initiative de retirer le décor. Bon, après, je ne sais pas s'il faut tout dire ou pas, mais c'est parce que c'était après le mort, donc je voulais qu'il n'y a que eux deux. Et après, c'était pas un scoop, je veux dire, ça commence comme ça. C'est là que toi, tu as enlevé les décors, en fait. Oui, Il n'y a plus que leur visage. Ensuite, il y a eu ton album. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Parce que tu as fait plein d'autres choses, en fait. Je fais ou des commandes, ça peut être des illustrations, des affiches, ou sinon, je fais des illustrations pour des galeries. Et quand tu fais des illustrations, c'est toujours pareil, crayon, ou il y a d'autres... Non, j'aime beaucoup travailler à l'encre. Là, j'expérimente vraiment. J'aime bien avoir plus de liberté. Donc, le crayon, j'ai l'impression que je l'utilise pour la BD parce que je réfléchis différemment. Et pour les illustrations, j'aime plus utiliser encre ou acrylique, d'autres médiums. Souvent, je fais des dessins à l'encre en noir et blanc. Parce que je pense que c'est une nouvelle série que j'ai commencée. Et juste après l'accouchement, j'ai eu un élan encore plus de travailler. J'ai eu envie de dessiner inimaginable. Et là, j'ai eu une proposition de la part d'une galerie. Donc, j'ai fait plein de dessins pour... Une nuit avec toi. Ça, c'est vraiment ton premier projet où tu as tout fait. Scénario oui. plus dessin. Mm-hmm. Alors, je pensais vraiment pas pouvoir écrire pour une bande dessinée. Souvent, j'écrivais quelques pages, mais pas vraiment une bande dessinée entière. Il m'est arrivé une histoire où ça m'a fait réfléchir, en discutant aussi avec mes amis, mes copines. J'ai commencé à écrire une fiction autour de ce qui m'était arrivé et j'ai parlé à mon éditeur. Est-ce que ça t'intéresserait? Voici l'histoire. Il a dit ah oui, il faut que continue à écrire. En tout cas, ça m'intéresse. J'ai continué à écrire. Et c'était quoi l'histoire? Peut-être sans tout raconter, mais au départ. Alors, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai eu un peu peur. Je me suis retrouvée chez un ami où j'ai voulu partir, mais la porte était fermée. J'ai commencé à avoir peur, mais je ne savais pas si c'est normal d'avoir peur ou c'est moi qui commence à paranoïer. En plus, à ce moment-là, je regardais beaucoup des faits divers qu'on fait entrer accusés. Mais il faut pas regarder ça, Marane. Justement, du coup, je me suis dit, est-ce que c'est l'influence de tout ce que je regarde qui m'ont rendu un peu méfiante ou c'est vraiment ce que je ressens? Est-ce que c'est légitime d'avoir peur? En même ça, temps, c'était où, à Angoulême? À Angoulême. Et donc, ensuite, avec le temps, en discutant avec les filles, j'ai compris que non, je me suis sentie un peu piégée de se retrouver là où j'avais pas voulu. Et la porte fermée m'a pas... j'étais parfaitement droit d'avoir peur. Je me suis dit, et qu'est-ce qui arriverait si, à cause de la peur, elle fait quelque chose irréversible? Je veux pas trop spoiler. Si toi tu faisais quelque chose d'irréversible pour te défendre. Exactement, pour me défendre, j'avais fait quelque chose. Comment se déroulerait le reste de la nuit?
qu'est-ce qui se passerait. Et donc cette histoire, ça dure toute une nuit avec des rebondissements. C'est une histoire où parfois on se retrouve dans une situation où on ne sait pas... il nous arrive des choses, on ne sait pas comment le maîtriser, on se culpabilise en tant que femme, on n'arrive pas à dire non à certains endroits parce que par politesse on ne veut pas brusquer. euh, voilà, et elle se retrouve, l'héroïne, dans un engrenage, Donc c'est transposé à Paris. exactement, à Elle sort Paris. un soir dans une soirée, dans un appartement, et il y a un homme qu'elle connaît, Un ami, voilà, un un ami ami. qui la raccompagne. Et à chaque étape, elle pourrait dire non. Il dit au début non, mais l'autre il insiste, donc il dit ok, d'accord, ok. Et c'est intéressant parce qu'après cette BD, j'ai eu tellement d'avis différents. Certaines disaient oh, je la comprends, j'aurais jamais parti. D'autres, en même temps, elle aurait dit non, que dire non, ou ah, il avait un peu quand même cherché, etc. Tout type d'avis, c'est intéressant. C'est quand même un livre sombre, ça se passe une nuit, donc tous les dessins Mhm. sont très beaux d'ailleurs. Et Merci Marlène. il y a une belle ambiance de la nuit, ça fait peur. Bon, moi je serais quand même tentée de dire qu'il y a pas un homme pour attraper l'autre. Mais c'était C'est un pas peu terrible quand même. Oui, mais je voulais pas dire ça, Marlène. Vraiment, c'était absolument pas mon but de dire que tous les hommes, c'était pas du tout dans ce sens moralisateur. C'était c'est un hasard qui se... Parfois dans ma vie, je me suis retrouvée dans des boucles similaires que j'arrivais pas à sortir à chaque fois la même chose. Donc c'est peut-être ça qui est reflété un peu, mais absolument pas pour dire que tous les hommes. Mais je voulais aussi parler du fait que quand on est traumatisé une fois, ça peut revenir à chaque fois. Donc c'est comme si c'est pour toute la vie en fait. Ça peut refléter nos peurs dans toutes les histoires en fait. Voilà. C'est quand même assez sombre en fait. Oui, Marlène, tu as tout à fait raison. Mais j'ai pas du tout dit avant de commencer, ah, je vais faire que des histoires sombres. Pas du tout. C'est juste que tout ce que je fais, c'est souvent assez sombre. Je sais pas si ça m'a lancé dans un univers Patrick Devers, mais en même temps, j'ai fait parce que ça m'a plu, l'histoire et sa vie. Et pourquoi ça t'a plu à ton avis? J'ai trop aimé le caractère de Patrick Devers, ses films, ses rôles. Je l'ai bien senti, je sais pas. Pourquoi? Donc, comment son énergie, son tempérament, sa façon de parler, ses yeux, son regard. On dirait que je le connaissais. Je le voyais très souvent dans mes rêves pendant toute la période que je dessinais. Des conversations avec lui, j'étais un peu obsédée. Il est très sincère, il est toujours lui-même, on dirait, dans tous ses rôles. Il est un peu naïf, en même temps, j'ai envie de le protéger, je ne sais pas comment t'expliquer, il est un peu fragile. En même temps, il est sincère, je sais pas, je me voyais un peu en lui aussi. Et alors, ce que ça me fait penser, là, Une nuit avec toi, le personnage de la BD, elle s'appelle Brune, elle te ressemble étrangement. Ça, c'était un hasard, Marlène. Tu vas voir, je fais des liens bizarres parfois. Ok, vas-y. Mais parce que tu parles de Patrick Devers qui t'a vraiment marqué avec cette personnalité, quelqu'un de libre, je pense. Oui. Et finalement, dans Une nuit avec toi, est-ce que ça parle pas de ça aussi, de liberté, mais d'une liberté qui serait blessée et limitée par la peur Marlène, tu sais, avec le temps, j'ai fait un lien. Je me suis dit que je suis partie d'Arménie parce que je m'étouffais en tant que femme. Mais ça, j'ai compris vraiment très, très tard, à 30 ans. Très tard, dans le sens qu'il fallait 30 ans pour le comprendre. Je pense que aujourd'hui, ça change beaucoup de choses, mais j'ai un peu dû battre pour rester, pour faire ce que j'ai envie de faire. En tant que femme en Arménie, en entendant, il y avait beaucoup de clichés autour d'une femme, trop facile à mettre caser dans des cases où tu ne te vois pas. Et je m'étouffais parce que je me voyais plus rester là-bas. Maintenant, je pense que j'avais besoin de changer moi-même, mon regard, pour ne me pas culpabiliser des choses, aujourd'hui, je ne me vois absolument pas que c'était pas ma faute et que le problème n'était pas du tout là où je voyais. Donc, je sais pas comment t'expliquer, mais... Tu veux dire qu'aujourd'hui, tu te sens libérée? Libérée, j'ai changé ma façon de penser. Tu te vois retourner là-bas? Oui, parce que justement, je pense que je vois des choses autrement.
grâce à mes amis d'ici. Je ne dis pas qu'ici c'est parfait, vraiment, parce que même si autour de moi, il y a des femmes qui sont... euh, oui, juste pour dire que tout n'est pas si parfait. Ici aussi, il faut se battre quand même tout le temps, tous les jours. Oui, tu penses que tu avais idéalisé Oui, j'avais idéalisé ici? ici. Le côté macho, c'est peut-être moins, on voit moins, c'est un peu plus caché ici. Mais il y a quand même tous les jours, en tant qu'autrice de bande dessinée aussi dans le milieu, avec des artistes, il faut battre pour ta place, pour qu'on ne te catégorise pas juste une femme. euh, Sans s'intéresser à ce que tu fais, mais aussi, oui, dans le quotidien, je pense, et en Arménie aussi, dans mon travail. Quand t'es femme, c'est difficile, vraiment. 2 fois, il faut faire plus, il faut travailler et montrer que ta place est... si tu souris, ça veut rien dire. Si tu vas quelque part, ça veut rien dire. Que fumer, ça veut rien dire. S'habiller un peu plus court, pareil. Donc, toutes ces choses, en fait, il y a beaucoup de travail. Mais c'est difficile de savoir si c'est des injonctions, parce que tout ça, ce sont des injonctions qui viennent de l'extérieur, ou si c'est des choses aussi qu'on a intégrées, parce que finalement, tout ça, on peut aussi s'en libérer. L'extérieur vient toujours, dans des conventions, des conditionnements, nous imposer d'être quelque chose. Tout à fait, je suis d'accord. J'avais besoin du temps pour comprendre que tout ce que il me projetait le regard, c'était leur regard, et ça ne voulait pas dire que c'était moi et que c'était la vérité. Est-ce que tu vas vivre ici en France, à Angoulême, ou est-ce que tu vas retourner vivre Marlène, je suis ni entière ici, ni entière là-bas. Je suis ni heureuse tout à fait là-bas, ni heureuse ici, tu comprends. J'ai la famille maintenant ici, j'ai des amis, je suis super bien. Donc, je suis consciente de toutes les bonnes choses qu'ils ont ici et aussi les choses qui me manquent là-bas. Mais quand je suis là-bas, la France me manque parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées ici que je ne trouve pas là-bas. Et pareil, ma famille, un peu plus de chaleur que j'ai laissé là-bas, que je ne trouve pas forcément ici. Donc, les deux, j'adore. Et les deux, il manque d'autres, tu comprends? Est-ce que tu as dessiné ton pays? Et une question que je me posais aussi, est-ce que tu aurais envie de faire une BD sur l'Arménie? Oui, j'aimerais beaucoup parce que j'aimerais faire connaître mon pays de l'autre angle, d'autres choses un peu plus positives, de la vie quotidienne, comment les gens ils s'aiment là-bas, toutes les choses simples, un peu pas forcément. Bien sûr, c'est impossible de ne pas parler de la guerre ou de la situation d'aujourd'hui, mais j'aimerais ramener différemment par des choses un peu plus gaies, si c'est possible, mais je me suis sentie pas prête encore. Je suis retournée en Arménie, j'ai fait une documentation, j'ai pris plein d'interviews des gens qui m'intéressaient. J'aimerais beaucoup faire une histoire, mais j'ai besoin encore du temps pour me sentir prête pour en parler parce que c'est beaucoup d'émotions et là, je suis pas encore là, je pense. Maran, tu parlais de gaieté. Alors, je sais pas, la gaieté, c'est pas forcément la joie, mais c'est toi qui vas me le dire. Tu sais que je demande à chaque fois aux invités qu'est-ce que c'est que la joie. Donc, pour toi, c'est quoi la joie? J'adore la joie, Marlène. La joie, j'aime bien être en joie. Je n'imagine, la vie, c'est en joie. J'adore la vie, j'aime la joie. Donc, c'est toute ma journée. En fait, même au moment triste, j'essaie. Je pense que la joie gagne. En tout cas, jusqu'ici, je suis très contente. Oui, c'est toute la vie. Comment tu fais pour être en joie? C'est quoi, toi? Qu'est-ce qui va te mettre en joie? Tellement des petites choses, Marlène, de quotidien. C'est tout cet amour. Je suis vraiment très chanceuse. Je sens l'amour autour de moi. J'aime beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens que j'aime. Et je suis très bien entourée. Je pense aux gens qui me procurent instantanément de bonheur. Toutes les gens que je côtoie, je les aime et je choisis tous les gens avec qui je passe mes journées, je les aime. Donc c'est forcément l'amour. Il y a bien sûr des moments difficiles aussi, mais c'est justement grâce aux gens aussi que ça va mieux. Il suffit boire un café avec une bonne personne, Marlène. Un café arménien. En plus, ensuite, toi, tu lis dans le mar du café. On pourrait peut-être l'enregistrer, parce qu'on a nos cafés, là, le fond de café. Je t'avais demandé aussi de préparer, je ne sais pas si tu as eu le temps de le faire, est-ce que tu as une photo qui te met en joie? Oui, mais forcément, je vais retourner à l'enfance, Marlène. Je pense que depuis que j'ai eu ma fille, Lucine,
je me suis forcément, tout est rebondi, toutes les émotions sont ressurgies depuis soit de mon enfance. J'ai beaucoup pensé à ma mère. J'ai pardonné énormément de choses, des petits trucs. Non, j'ai commencé aussi à repenser sa vie de mes parents, tellement de choses que je ne me rendais pas compte que j'y pense maintenant. Donc je pense que tout de suite, ta question m'a fait penser ou une photo à de ma fille qui me procure instantanément de joie, ou des photos d'enfance que j'ai dans ma tête avec ma mère, je pense. J'étais toujours très proche avec mon père, j'étais toujours un peu son amie, mais depuis que j'ai une fille, j'ai revu ma mère tellement différemment, donc je pense que ça sera plutôt une photo avec ma mère. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu penses dessiner plus Oui. tard ou que tu dessines déjà? J'ai fait beaucoup de croquis, j'ai écrit des choses. Je pense que ça mûrit encore dans ma tête, mais j'ai beaucoup pensé à mes parents, oui. Est-ce qu'il y a une musique qui te met en joie? Oui, une chanson que j'aime beaucoup. À chaque fois j'écoute, à chaque fois je suis heureuse. Je vois que tu cherches dans ton téléphone. C'est très classique, mais ça marche à tous les coups. Ça me fait des papillons dans le ventre. Donc ça, une chanson que tu écoutes souvent. On va la couper. Pas souvent, mais à tous les coups ça marche. La musique arménienne, c'est quelque chose qui est important pour toi? Oui, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a de la musique arménienne qui met en joie? Parce que moi, quand j'ai écouté, ça me bouleverse. Ah C'est oui. magnifique, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment Bien sûr. joyeux. Oui. Il y a des musiques de folklore un peu, qu'on danse pendant les mariages, des fêtes, que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est des chansons, je ne l'écoute pas dans mes écouteurs, mais dès que je les mets, j'ai envie de danser. Donc, je te ferai découvrir, ne t'inquiète pas. Comment ça se prononce ton nom? Alors, en Arménie, ça prononce Rachian. En France, Rachian. Et Maran, c'est arménien? Oui, tout à fait. C'était, comme je disais, mon grand-père l'a inventé ce prénom pour donner à son héroïne. Il a inventé? C'est une version de je crois que c'est Mariam, un peu changé, mais c'est vraiment un prénom arménien. On dit qu'il a inventé, mais en même temps, j'ai rencontré 2 personnes. Je pense qu'on est 2, 3 qu'on a ce prénom, donc du coup, ça existe. Je pense qu'il n'a pas inventé. Bah oui, il l'a inventé, et puis après, les autres se sont inspirés de ton prénom. C'est possible, ça aussi. C'est encore meilleure version. Là, est-ce que tu as un projet en cours? J'ai un projet en cours chez l'édition Glénat, toujours. Là, j'ai fini le storyboard. C'est une BD où je fais le dessin, le scénario aussi. S'appelle L'ombre dans le miroir. Encore une histoire d'ombre et de lumière. Exactement, Marlène, t'es très attentive. Encore pas fait exprès. Ça se passe dans les années 50 à Paris. J'aimerais que ça soit un peu dans l'ambiance, comme dans les films de Hitchcock. C'est une femme qui rencontre une autre qui la ressemble énormément. Et tout ce que l'héroïne veut faire, l'autre fait un pas avant elle. Donc elle tombe dans un parano, dans une colère. Quelqu'un qui essaye de voler sa vie, la limite de la folie. Oui, un peu psychologique, thriller psychologique. Le but, c'est que ça fasse peur, il y aura beaucoup de miroirs. Et combien de temps tu mets pour faire ces projets là? En général, ça te prend... Longtemps, Marlène. Donc, Patrick Devers, 2 ans et demi. Une nuit avec toi, 2 ans. L'ombre dans le miroir, longtemps aussi, parce que entre-temps, j'ai eu ma fille, j'ai eu d'autres projets, donc bien 2 ans et demi. Dans un an, je pense que je finirai du coup. Qu'est-ce que ça change pour toi? Tu l'as un petit peu dit, hein, c'était une de mes questions, mais tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. En tout cas, ça a changé le rapport à ta famille, l'arrivée de Lucine. Est-ce que ça change quelque chose dans ton rapport au dessin? Ah, super question, Marlène. J'ai une envie de travailler comme jamais. Donc déjà, ça m'a apporté ça. J'ai envie de faire plus de peinture, des choses un peu plus... où le geste est un peu différent, des choses peut-être un peu plus spontanées, un peu plus grand format, beaucoup expérimenter plus de couleurs directes. Oui, j'ai envie de faire... J'ai plein d'autres idées très nouveaux. Tu vois, ce qui me vient là, c'est que tu voulais dessiner, mais pas forcément la BD. Donc la BD, ok, tu peux continuer, mais tu peux en sortir aussi. Oui,
je peux sortir et rentrer. Tu peux faire des choses plus grandes, moins Oui. cadrées, moins... Complètement. Je crois que j'ai envie de sortir, justement, mais ça ne veut pas dire que j'aurais pas besoin aussi de rentrer dans des cases. Oui. Justement, c'est ça qui est bien dans notre métier, c'est qu'on a une telle ouverture libre. Oui. C'est pas mal comme conclusion, ça. Donc, du moment qu'on choisit, on peut ou pas être dans Exactement. une case. Exactement. Le temps que c'est ton propre choix, c'est très bien dit, Marlène. Oui. Marraine, ce fameux café qui est à côté de moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Juste, tu tournes comme ça. Alors, je tu tourne ma poses. tasse. Voilà, tu Hop, poses. je pose dessus. Et tu retournes encore une fois comme ça. Alors, je retourne ma tasse encore une fois. L'autre côté. Voilà, Ah oui. exactement. Et tu poses. Et on attend que ça soit un peu plus sec pour que je puisse regarder ton avenir, Marlène. Ton tasse a beaucoup changé. Tu regardes dans la tasse, tu la reposes, tu la reprends, tu la reposes. Il s'est passé quelque chose dans ta vie. Peut-être t'es pas au courant encore. Pour l'instant, je suis pas au courant de ce qui s'est passé, mais C'est en mais voie. ça, voilà, c'est là, c'est en route, c'est dans l'invisible. Alors, Marlène, je vois une conversation, Marlène. Mais ça, des conversations, un monde en joie, il y en a pas mal. Marlène, c'est intéressant parce que dans ta tasse, j'ai vu un arbre. C'est la solidité, c'est le succès, c'est vraiment super. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ton arbre, j'ai vu un cerf, et un cerf plus petit. Et en fait, le cerf est symbole très fort et ancien, force tranquille et noblesse. Tu as les ressources pour avancer. Tu vas réussir, Marlène. Tu as énormément de force et c'est que ton travail qui va vraiment te faire réussir. Bah dis donc. Merci Marane. J'ai hâte de voir un travail plus tard de toi quand tu auras mûri encore certaines choses. Est-ce que toi tu veux rajouter quelque chose? J'ai été très contente pour ce moment, Marlène. Vraiment, parce qu'en ce moment, ça va trop vite, tout va vite. Mais on a pu un peu se poser, se détendre. C'était notre moment ensemble, donc j'étais très heureuse. Merci. On peut remercier Théo, ton compagnon. Théo, qui est mon bras droit. Vraiment, j'ai l'impression que c'est mon plus grand soutien. Et encore une fois, vraiment, il est parti avec Lucine. C'était très mignon. Il pleuvait en plus, donc je les aime de tout mon cœur. Non, rassure-moi, il s'est mis à l'abri. Oui, bien sûr, je pense qu'il a pensé. Au bout d'un moment, c'est pas aux femmes non plus de tout prendre. Il faut laisser.